Bonjour, je m'appelle Claudine Nesson-Vernant et je suis gérant de l'EARL Domaine Thiebert, distillerie Nesson. La famille Nesson était une famille de commerçants mulâtres de Saint-Pierre qui avait survécu à l'éruption par miracle, puisque au moment de l'éruption, mon grand-père était parti en barge. C'était des commerçants, ils avaient des épiceries, boulangeries, ce qu'on appelait les lolos, c'est-à-dire là où on achetait tout, depuis les caramels jusqu'aux pots de chambre, jusqu'aux madrasses. Et une fois par semaine, il allait en barge de Saint-Pierre à Fort-de-France pour faire ses courses. Et juste avant l'éruption, il est parti avec son épouse, et à l'époque, il avait que 3 petits-enfants, je crois, ou même 2. Et ils sont partis, ils ont passé la journée à faire les courses. Et quand ils sont revenus le soir, en franchissant la pointe de Schellcher, ils ont vu la nuée ardente. Et donc, ils ont fait demi-tour. À l'époque, si vous voulez, il y avait ils ont construit ils ont acheté les terres en 1931, la distillerie a été construite en 1932, et en 1932, on a la première autorisation, non pas préfectorale, puisque à l'époque, nous n'étions pas département, mais colonies françaises. Donc, on a une autorisation du gouverneur des colonies. Donc, quand on est arrivé en Martinique, je vous l'ai dit, donc Grégory avait 3 ans, mais tout de suite, alors il l'emmenait à la distillerie avec lui, il avait son petit tracteur, il lui montrait les manettes de la colonne, etc. Donc, il a été conditionné, depuis tout petit. Bonjour, je suis Grégory Vernant-Nesson et j'ai la chance de diriger cette distillerie familiale qui a été créée par mon grand-père en 1932. Ça va faire 30 ans dans 15 jours. Voilà, j'ai fêté ma 30e récolte cette année. J'ai rien inventé, je pense que je suis revenu un petit peu à la base, au bon sens. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, on dit bio, mais avant on disait simplement le bon sens. Donc ne pas aller à l'encontre de la nature. Et je crois que c'est à nous de nous adapter en fait au changement climatique parce que le climat va jamais s'adapter à nous. Mieux comprendre nos sols, on avait une vision de la Martinique où on pensait que c'était un seul territoire. Et sur une île aussi petite, qui fait que 70 km de long, l'île a plus de 2 millions d'années d'écart entre le nord et le sud, donc on n'a pas du tout les mêmes sols en fait. Donc ça a été mieux comprendre mon terroir. Pourquoi est-ce que j'arrivais à faire une très bonne canne? Pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire pousser des oranges? Pourquoi est-ce que j'avais des citrons extrêmement sucrés? Mieux comprendre. Donc on a beaucoup travaillé avec la famille Bourguignon, qui nous ont appris énormément de choses. Et tu sais, quand on est aussi loin, quand on est aussi éloigné, quand on est aussi petit, c'est très important aussi de s'ouvrir l'esprit, de pouvoir voyager, échanger avec des gens et d'accepter la critique, surtout. Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'on est très fort, qu'on aura toujours raison. Je pense que c'est très important de s'ouvrir l'esprit. On a depuis les dernières années, on ne passe que 100% de notre exploitation. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on produit moins, mais ça oblige aussi à mieux respecter ses sols, à faire plus attention. On est souvent habitué dans le monde d'aujourd'hui à la performance. Il faut toujours faire plus, mais en fait c'est pas parce qu'on fait plus qu'on fait mieux. Et des fois il vaut mieux savoir freiner un petit peu et apprendre à mieux faire. Nemo, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Et alors c'est mon grand-père qui a eu l'idée au départ de rajouter beaucoup de hublots. Parce qu'en fait, quand tu as une panne, ça évite de démonter toute la colonne. Ça te permet de voir où est-ce qu'il y a la panne et d'intervenir très rapidement. Et surtout, ça permet de la nettoyer très, très régulièrement. Tu n'as pas à démonter la colonne. Il suffit d'ouvrir le plateau et tu vois tout de suite si tes plateaux sont encrassés. Mon grand-père me disait toujours qu'un très bon rhum, c'est d'abord un endroit propre. Il me disait que si mon usine sent la merde, je ferai un rhum de merde. Donc il faut faire très attention à l'hygiène. C'est extrêmement important. Alors c'est un engin magnifique, mais je reste persuadé que le plus important est encore la matière première et la fermentation. Une colonne comme celle-là, tu vas sublimer une bonne fermentation, mais tu ne pourras pas rattraper une très mauvaise fermentation. Elle est de 1952, donc elle est démontée chaque année, elle est bichonnée. C'est une vieille dame qu'il faut... Enfin, vieille dame. Une dame qu'il faut savoir respecter. Mais je trouve que c'est là où il y a eu le plus
C'était extraordinaire en fait, les dernières années. Et puis, c'est toujours le fruit des rencontres, c'est ce qu'on dit. Nous, les plus beaux produits qu'on a sortis, en fait, c'est complètement par hasard. Quand on dégustait avec toi ou avec d'autres clients, c'était fait pour autre chose et on se disait « Ah bah non, finalement, on va l'embouteiller maintenant ». Alors pourquoi est-ce qu'on est venu à ça? Parce qu'avec Alex, à chaque fois qu'on faisait des voyages, il y a deux questions qu'on nous posait toujours, c'est est-ce que vous utilisez des fûts de cognac ou est-ce que vous utilisez des fûts de bourbon? Et à un moment, on s'est dit mais pourquoi on ne répond pas? Bah non, on a des fûts de rhum, tout simplement. Et donc on a travaillé avec plusieurs tonneliers, on leur a expliqué un petit peu ce qu'on recherchait. Moi, ce que je trouve très important, c'est l'équilibre. J'aime l'équilibre entre le bois, le fruit. Pour moi, un produit doit être très harmonieux, entier. Et souvent, on n'était pas forcément toujours très satisfait. Et moi, je crois beaucoup à différents types de chênes, différents assemblages. C'est comme les gens, je trouve que ce sont les mélanges souvent qui donnent des très belles choses. De s'ouvrir l'esprit, de ne pas être dans l'instantané, dans l'immédiat. On ne prend plus le temps de comprendre les choses. On va voir quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que c'est très important de prendre du recul sur les choses. Voilà. Si on n'avait pas pris du recul en agriculture, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Moi, encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, comme je te disais, c'est de la performance. Les nouveaux outils, par exemple, de distillation sont faits pour perdre très peu d'alcool. C'est pas quelque chose que je vais rechercher aujourd'hui. J'ai la chance, en fait, de pouvoir, entre guillemets, tout maîtriser de A à Z. C'est-à-dire que pour moi, le rhum, c'est que l'étape finale de la culture de la canne. On est avant tout agriculteur, ça c'est très important. Donc on a aussi la chance de pouvoir, à travers le produit final, compenser le coût. Alors que quand tu es juste planteur, eh ben c'est compliqué. Parce qu'on t'achète ta canne, on discute, et c'est un prix, et c'est tout, quoi. Et nous, donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. On a pu, au début, les gens ont dit « Oulala, mais le rhum par bio, il coûte très cher », mais sinon on n'aurait pas pu le faire, finalement. Alors, qu'est-ce qui a changé également? Encore une fois, les voyages. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, notamment pendant le Covid, où, par exemple, le Brésil était fermé. J'ai fait des voyages incroyables là-bas. Revenir sur les fondamentaux. Et ça, par exemple, Alex, pour ça, est incroyable parce que, en fait, j'aime pas les produits à la mode. Parce que la mode, par définition, elle passe. Et ce qui est très important, c'est de surtout ne pas être à la mode. Et ça, avec Alex, on n'a jamais été dans les extrêmes. Je me présente Alex Bobby. Alors moi, je suis le maître de chai de la distillerie Naisson. Il faut savoir que je suis arrivé à la distillerie en 2001. Et ça va faire pratiquement 24 ans que je fais que Naisson, tout en sachant qu'avant d'être à Naisson, j'étais conseiller technique des distilleries de la Martinique, c'est-à-dire que je travaillais à la fois dans toutes les distilleries de la Martinique, de l'Ammonie jusqu'à JM, où j'ai appris avec tous les anciens. Madame Naisson, Claudine, m'a débauché pour venir travailler à la distillerie Naisson en mars 2001. Je suis arrivé ici en mars 2001. Alors moi, j'ai vraiment pour moi, la priorité, ça reste toujours cette notion de canne et cette notion de terroir. Parce qu'en fait, une canne, elle va pousser partout en Martinique. Mais moi, ma canne, en fait, déjà, j'ai un esprit en fait, avec la nature. Je vais sentir souvent le sol. Si mon sol, il est propre, ma canne, elle sera propre. Et je vais essayer de la chouchouter comme si c'était ma fille, en fait. J'adore la terre, j'adore la plante. Et du coup, je ressens un produit qui correspond à mon image à moi. Je suis très proche de la nature, et ce qui fait que tout Naisson, en fait, était produit comme ça. Quand on a commencé Naisson, moi j'ai commencé Naisson à faire Naisson, avec des levures, on a développé par le biais de ma connaissance en recherche, une levure qui ne vient pas du blé, hein, mais qui vient de la canne à sucre. On est la seule en Martinique à produire un rhum avec une levure qui était isolée sur la canne à sucre. C'est deux choses différentes. Il faut savoir que deux choses, on va dire que je préfère la récolte manuelle. Parce qu'un coupeur de canne qui va te ramener une canne, il va te la nettoyer. Tandis qu'une machine, s'il y a une mauvaise herbe à côté, elle te la ramène. S'il y a une liane, elle va te la ramener. Elle ne va pas l'enlever. Alors que le coupeur de canne, et une canne qui risque d'arriver avec trop d'herbes, de mauvaises herbes, hein, ce qu'on appelle chez nous souvent de la Guinée,
peut reproduire le goût de l'herbe dans le produit fini. C'est-à-dire que souvent, une canne qui est coupée avec une parcelle qui n'est pas entretenue, qui a beaucoup trop d'herbe, va donner à la fin, sous le rhum, une note herbacée, végétale. Et ça, c'est lié au fait d'avoir récolté à la machine. Je ferai la même parcelle à la main que je n'aurai pas la note végétale. D'où l'importance du type de récolte. Il n'y a pas que ça aussi, il y a le climat. Quand il fait beau, on ne récolte pas, la recette est différente que lorsqu'il pleut. Il y a une façon de travailler en fait. Les jeunes, il faut oublier je veux tout de suite gagner de l'argent, il faut être passionné. C'est la passion, on ne peut pas transmettre la passion. Soit on aime, mais on aime tout le monde en fait. C'est un tout. On aime la terre, on aime les gens avec qui on travaille, et là on peut sortir un bon produit. Mais si dès le départ on a quelque chose qui ne va pas, ça se reproduit sur le produit. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que...